ce que nous dit la météo sur les températures qu'il devrait y avoir, ou la pluie qui devrait ou ne devrait pas y avoir. Si on écoute les touristes, il faudrait qu'il y ait tout le temps du soleil. Si on écoute les agriculteurs, il faudrait qu'il pleuve beaucoup plus souvent. Donc il faut trouver un équilibre. Et les vignerons avaient trouvé l'équilibre dans tout cela, dans leur culture. Il fallait tout à l'heure, alors on va passer à la... Alors ici, vous avez une scène j'allais dire que j'ai appelé une scène de tableau, une scène idyllique de la fin du 19e siècle, une scène de vendange avec d'un côté des vendangeurs. Je sais pas, on la voit bien cette photo? Vous la voyez mieux de très loin. C'est un paysage bucolique qui est en train de disparaître, on en a parlé, derrière les chemins de fer, derrière la concurrence des vins du Midi, derrière aussi le changement des goûts des consommateurs, puisque si on aimait beaucoup les vins aigrelets et les vins acides, au XVIIe siècle ou au Moyen-Âge, vous savez, dans Les Visiteurs, quand Jacouille la fripouille, il boit... dont tout le monde connaît Les Visiteurs, le film? Même les lycéens, c'est un film que vous connaissez? Bon, super. Bon, quand il boit une vinasse très très aigrelette, je ne sais pas ce que c'est, c'était le vin qu'on aimait au Moyen-Âge. Au XVIIe siècle, dans la cuisine, on utilise du verjus, du vinaigre ou du vin. Pour vous, si on peut substituer du vin à du vinaigre, ça vous donne un peu aussi le goût de l'époque. Au XVIIIe siècle, on commence à aimer les vins vieux. Au XIXe siècle, on commence à aimer les vins plus tanniques, plus alcoolisés. Et donc, les goûts changent et le producteur doit s'adapter à l'évolution de ses goûts. Ça, c'est une introduction. Donc là, vous avez un paysage bucolique, un paysage du monde vigneron qui est en train de disparaître et qui, aujourd'hui, ce tableau est conservé à la mairie d'Épinay-sur-Seine. Passez à la suivante. Merci. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, qui n'ont pas bien compris, il y a beaucoup d'autres choses que de la vigne, que du raisin dans un champ. Il y a quasiment tout le temps un arbre, quasiment tout le temps. Un arbre à l'arpent, très souvent. Jamais plus d'un arbre par perche, c'est-à-dire un arbre pour 34 mètres carrés. Ça donne des distances de plantation entre les arbres entre à peu près 7-8 mètres à l'époque. Des fruits et des légumes dans les jeunes vignes. À partir des années 1850-60, surtout, mais c'est déjà vrai ailleurs, le cultivateur il est face à un choix. Il produit du vin qu'il vend de moins en moins bien, et il y a un marché qui demande des fruits et des légumes. Qu'est-ce qu'il choisit? De produire des fruits et des vignes, produire des fruits et des légumes. Il arrache ses vignes. C'est pour ça qu'en 1860, 95% des fruits et des légumes consommés à Paris sont produits en Île-de-France. En 1935, on passera au contraire, c'est-à-dire qu'il y aura simplement 5% des fruits et des légumes consommés à Paris qui seront produits dans la région Île-de-France et 95% viendra de la France entière. La complantation, vigne et asperge, vigne et cassis, vigne et figuier, vigne et lys, je vous l'ai dit, il y a de tout dans les vignes et les vignerons essayent beaucoup de choses. Et peut-être, je ne sais pas si M. Bersac et le syndicat des vignerons réunis le font, mais dans la littérature au XVIIIe, au XIXe siècle, on voit qu'énormément de gens font des essais. Des essais de cépage, de taille, de type. Il n'y a pas que la taille Guyot, il y a d'autres formes de vignes. Et puis surtout, il y a des associations qui les essaient. Je vous le disais, j'ai encore un point, les vignerons sont les spécialistes de la plante en touffe, ils ont un outillage particulier, ils ont une conception de la plante particulière, et si vous avez déjà vu pousser des asperges ou fait pousser de la vigne, le vigneron à l'automne déchausse sa vigne, il enlève la terre du pied, comme on peut déchausser des pieds d'asperges, et au printemps, lorsque les gelées ne sont plus à craindre, il remet des terres chaudes sur le pied de vigne. Le vigneron remet de la terre chaude sur les asperges pour que les asperges lèvent ou pour que la vigne débourre. Et donc le vigneron, par ces techniques, par son outillage, contrôle la montée de la sève et contrôle ainsi, évite le gel de sa vigne. La suivante, s'il vous plaît. Donc, j'ai pu me livrer à de l'expérimentation. Alors, vous m'excuserez, mais c'est de l'expérimentation à petite échelle, sur quelques mètres carrés. Mais ici, vous avez un figuier à droite où il y a quelques arbres sur la parcelle. Donc, l'idée, c'était de reconstituer une parcelle où il y avait un arbre sur une parcelle avec des pieds de vigne, en sachant que les pieds de vigne, là, sont plantés un peu à la mode du
du Val d'Oise, c'est-à-dire que les pieds de vigne étaient plantés tous les 30 ou 40 cm. Si je vous dis ça, et si je dis ça à des vignerons, planter des pieds de vigne à 30 ou 40 cm, ça vous fait des densités de plantation à l'hectare de 30 000 à 40 000 pieds. On les verra après. 30 000 à 40 000 pieds à l'hectare, ça fait beaucoup. Donc là, vous avez un arbre, c'est un figuier, et des vignes, bon, pas toutes échalassées ou échalassées avec des bouts de tuyaux, parce que j'ai plus d'assez de pieux. On peut passer à la suivante. Alors, depuis le XVIIe siècle, je trouve des actes notariés qui mentionnent vignes et asperges. Donc, depuis 2 ans, je fais des essais où j'alterne. Donc, j'ai une plantation d'asperges, vous savez, ça produit au bout de 4 ans. Donc là, c'est la 2e année ou la 3e année. J'ai planté des asperges vertes entre les pieds de vigne. Donc là, bon, c'est pas très visible, mais vous avez un turion d'asperges et vous avez 2-3 asperges qui poussent. Vous savez, les premières années, il faut les laisser pousser des asperges si vous voulez après récolter des asperges. Pendant une douzaine d'années, une aspergeraie pouvant durer comme un vignoble à peu près 25 ans. La suivante, vignes et cassis. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, à Paris, il y a une grande mode du ratafia de cassis. Vous savez comment est fait le ratafia, c'est de l'alcool et un jus de fruits, on en fait avec du vin. Mais à l'époque, donc dans les années 1780-1790, le ratafia de cassis est servi en apéritif partout. Et donc beaucoup de vignerons se mettent à planter des pieds de cassis entre leurs pieds de vigne. Le cassis, ça se cultive exactement comme la vigne. Et donc là, depuis 2 ans, non, 1 an, c'est la première année, ouais, c'est la 2e aujourd'hui, j'ai fait des boutures de cassis et j'ai planté des pieds de cassis entre des pieds de vigne. Je vais voir ce que ça donne. La 3e, vigne et pivoine. Alors, à la fin du 19e siècle, du côté de la vallée de Montmorency, on exporte beaucoup de fruits vers l'Angleterre. Et les Anglais sont fous de lys blanc et de fleurs. Et donc les vignerons se mettent à planter du lys blanc qui pousse en touffe entre les pieds de vigne. Je n'ai pas retrouvé là c'est de la pivoine qui vient de Groslay de Montmagny. J'avais un pied de lys mais il est mort. Et comme je n'ai pas retrouvé de pied de lys chez des cultivateurs, j'ai préféré essayer avec de la pivoine. Voilà, qui pousse en touffe aussi. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de ces distances, de ces densités de plantation. Là, vous avez à Argenteuil, alors c'est une scène très connue de vendange à Argenteuil. Vous avez les vignerons avec les hottes ou les hauts trios, vous avez les bachous, les sauts, et puis derrière, vous avez cette forêt d'échalas. On est à 30 000 ou 40 000 pieds à l'hectare. Vous voyez, chaque pied de vigne, chaque cep va porter 1 ou 2 grappes. 2 grappes si vous voulez qu'il arrive à maturité, pas tellement plus. Mais quand vous avez 40 000 pieds de vigne qui portent 2 grappes ou 3 grappes, ben, ça en fait des grappes de raisin. La suivante. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce serait intéressant de reconstituer ce genre de paysage? Moi, je trouve que d'un point de vue éducatif et pédagogique, ça l'est tout à fait. Là, vous avez une scène, un paysage d'Épinay-sur-Seine. Donc sur un coteau, il y en a plusieurs, donc le long de la Seine. Donc une vigne très très bien exposée. Il reste une vingtaine d'hectares à Épinay-sur-Seine au début du XXe siècle, et vous avez une vingtaine d'hectares là entre les usines, entre les cabanes. La suivante, s'il vous plaît. Alors malheureusement, je suis pas sûr qu'on voit très très bien. Alors ici, il y a des échalas. Et puis devant, vous avez une scène de labour avec des petites buttes qu'on appelle des ados à Groslay, et puis derrière des arbres fruitiers. Donc Groslay, dès les années 1860, beaucoup de vignes est arrachées, on plante des arbres à la place, mais on conserve des vignes, puisque ce sont des vignerons de Groslay qui m'ont parlé, ce que je vous racontais tout à l'heure, de ces grands-parents qui, alors qu'on récoltait les fruits, les poires, bouillaient leurs tonneaux, faisaient leur vin, le goûtaient, et que ça embêtait les jeunes. Ils disaient, faire du vin en Île-de-France, c'est un truc de vieux, ça. La suivante, s'il vous plaît. Et donc là, vous avez Deuil-la-Barre, avec le village, des murs, des arbres plantés en espalier le long des murs, quelques arbres, et puis vous avez encore ces buttes qu'on appelle des ados, et sur la photo suivante, je vais vous expliquer, voilà, ce paysage, c'est le paysage de la houe. Ici, vous voyez un houeur, Monsieur Henriet, 83 ans, prise il y a quelques années, qui laboure son jardin et sa parcelle à la houe depuis 40 ou 50 ans. La houe, tout à l'heure je vous parlais de l'outillage vigneron, l'outil le plus emblématique,
c'est cet outil, la houe, qui est un outil de labour. Un outil de labour qui va beaucoup plus vite que la bêche, qui, soi-disant, fait mal au dos, mais alors j'aurais pu prendre une houe, mais il faut vous faire une démonstration, puis dans les transports en commun, c'était compliqué, puis j'aurais fallu que je vous en apporte plusieurs modèles, mais je vais vous poser le micro et je vais vous montrer comment on utilise la houe, si j'en ai pas. La houe ne fait pas mal au dos, parce que c'est pas comme ça qu'on met la houe, c'est pas penché en avant, c'est baissé sur les cuisses. Quand on utilise la houe baissée sur les cuisses comme ça, bon, ça fatigue les cuisses, hein, je suis sûr, mais vous ne faites pas tout mal au dos. J'avais pu voir à Pontoise un joueur de 92 ans, on aurait d'une ballerine, le monsieur. Donc cet outil permet de faire les fosses de plantation, permet de buter les asperges, c'est une bêche renversée. Et cet outil, très expéditif, permet un émiettage de la terre assez phénoménal, un retournement de la terre. Et je vous disais que le vigneron est le spécialiste de la plante en touffe, et c'est cet outil qui lui permet d'être le spécialiste de cette plante. Quand vous êtes à moins de 20 km de Paris, la houe a cette forme. Plus vous vous éloignez de Paris, plus la longueur du manche augmente, plus la taille de la palette diminue, et vous vous retrouvez avec un outil qui ressemble à une mare champenoise ou à une mare orléanaise. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cet outil vous permet de travailler dans des vignes qui sont plantées à 30 ou 40 cm les unes des autres, mais plus vous vous éloignez de Paris, quand vous êtes à Provins, à Fontainebleau, les distances de plantation entre les pieds et les rangs ne sont plus de 40 ou 50 cm, mais sont de 1 mètre. Et donc, plus vous êtes près de Paris, plus l'outil vous permet de travailler dans des vignes très rapprochées, plus vous vous éloignez, plus vous avez un outil à long manche qui peut être un outil de percussion lancé. C'est mieux de les voir, les outils, mais c'était assez compliqué d'en emporter.